Si votre logement est magnifique mais invisible, il ne se louera pas. Et si vous comptez uniquement sur Airbnb et Booking pour faire tourner votre business, vous êtes en train de construire un vrai château de cartes. Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial. Un épisode qu'on aurait aimé entendre quand on a commencé. C'est le guide ultime de la location courte durée. Une feuille de route complète, concrète et actionnable. Pas de poudre aux yeux, pas de faut poster sur Insta tous les jours, mais plutôt une vision globale, des étapes claires et surtout un objectif, créer un business qui tourne. Ce guide, c'est aussi un concentré de tout ce qu'on a appris et mis en place avec Macom.imo, l'agence marketing spécialisée dans la location courte durée, qui est productrice également du Triplex. Alors, c'est parti. Bienvenue dans le Triplex, le podcast qui a boosté ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, épisode avec Maxime pour vous parler de marketing de la location courte durée. Ça va être assez simple. On a décomposé l'épisode en plusieurs piliers qu'on va actionner au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir le maximum d'infos sur le marketing de la location courte durée. Après une intro comme ça, franchement, j'espère qu'on n'a pas placé la barre trop haut. Vraiment, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'expérience qu'on a pu avoir à travers l'agence Macom.imo qu'on gère tous les deux avec Samy, où on s'adresse à la fois aux conciergeries et aux propriétaires. Samy, en plus, a l'expérience terrain, puisque lui-même, avec ses biens, 6, c'est ça, si je me trompe pas, parce que ça change tellement, tu progresses trop vite. J'en avais 6 que je suis en train de revendre un appartement là, donc du coup j'en ai toujours 5, mais je suis en train d'avoir une nouvelle sous-location, donc ça va refaire 6, voilà. Donc voilà, c'est des leviers qu'on a pu identifier et surtout que toi tu as pu tester sur le terrain et te rendre compte de leur impact et leur importance. Donc c'est un vrai épisode qu'on a voulu très très concret, avec une très belle intro. Samy nous rédige de ces trucs. T'as vu ça un peu? Non, mais ces intros-là, on va les faire comme ça. C'est des intros un peu, énigmatiques, qui donnent envie de savoir la suite. C'est ça, exactement. Alors, je vois, t'as marqué pourquoi faire cet épisode. ouais, exactement, parce que c'est un épisode qui est clairement essentiel aujourd'hui. Donc, je vais te le dire. Dis-moi pourquoi, Maxime, faire cet épisode. Voilà. Pourquoi faire cet épisode? Tu vois, je vais te partager un peu ma vision, moi, du marketing, et puis après, toi, tu me donneras la tienne. Parce que moi, j'ai une vision qui est très claire. Ça fait maintenant, je vais pas faire le vieux con, mais ça fait bien une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le marketing, dans différents services, dans différents secteurs. Maintenant, ça va faire plus de 5 ans dans la location courte durée, dans l'immobilier. Mais moi, j'ai toujours eu cette vision du marketing, c'est que le marketing, ça devait être un levier pour faire vendre. Sinon, c'est juste de la poudre aux yeux et ça ne sert à rien. Faire du joli pour faire du joli, ça sert à rien. Si vous faites du joli pour vendre, là, c'est utile. Donc moi, c'est la vision que j'ai et cette vision marketing que j'essaye de l'apporter aussi tous les jours auprès de nos clients de l'agence Macom.imo pour les aider à développer leur business, que ce soit des conciergeries mais aussi des propriétaires, pour gagner en indépendance, parce que aujourd'hui, ce que je vois, c'est que il y a eu un Eldorado de la location courte durée, avec notamment des plateformes hyper bien faites, hyper ergonomiques, user-friendly, parce que Samy parle franglais maintenant désormais, et donc du coup, il faut s'adapter. Et donc du coup, quand on avait une plateforme comme Airbnb qui était hyper bien pensée, qui a su faire le travail pour attirer des voyageurs, ça a été facile pour beaucoup, et peut-être trop facile. Et les questions les plus essentielles du marketing, quand on lance un business, n'ont pas été nécessaires. Il n'a pas été nécessaire pour les gens de se les poser. Et aujourd'hui, on voit sur un marché qui se contracte, un marché qui se tend, et c'est là où on voit que ça va écrémer, parce que ceux qui ne se sont pas posé ces bonnes questions, ceux qui n'ont pas travaillé leur marketing, vont avoir une difficulté, des problématiques. Samy, toi, ta vision de ce marketing, On a souvent tendance à mélanger marketing et communication. La communication fait partie du marketing. Le marketing, comme tu l'as dit, est beaucoup plus large. Marketing, ça va être ton produit, la tendance, même en termes de prix. Enfin, ça va vraiment regrouper pas mal d'éléments en fait qui vont permettre de vendre mieux, de vendre plus, comme tu l'as dit. Donc, ne faites pas la confusion entre communication et marketing. C'est vraiment, la communication est un pilier du marketing. D'ailleurs, ça va être le premier pilier qu'on va direct voir, être vu. Voilà.
être vu. Donc, si on ne vous voit pas, on ne vous réserve pas. C'est simple, non? Voilà. Oui, bah nous, c'est une problématique qu'on aborde hyper régulièrement parce que beaucoup de personnes qui nous contactent pour un site de réservation en direct, par exemple, se disent ah oui, mais moi c'est essentiel, c'est le référencement. C'est le référencement pour être vu sur Google. Donc il y a déjà cette notion de il faut que je sois vu parce que même sur les plateformes, que ce soit Airbnb, Booking, et on va en citer d'autres, Abritel, Expedia, toutes les OTA que vous pouvez imaginer, si vous apparaissez en page 3, vous n'apparaissez pas. C'est clairement. Donc il y a une notion d'être. C'est important d'avoir de la visibilité pour pouvoir toucher sa clientèle. Exactement. Par rapport à cette visibilité-là, en fait, c'est la base et il y a plusieurs canaux à travailler. Comme on vous l'a dit, ça va être du pratico-pratique. On va y aller dans le pratique. Déjà, on va aller sur être vu sur les plateformes Airbnb, Booking et les autres. Déjà, bon, l'algorithme, c'est pas votre ami en fait. Il faut le séduire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut séduire et régulièrement. Il y a tous les jours de nouveaux appartements qui apparaissent sur ces plateformes-là, qui vont sûrement peut-être être mieux que le vôtre. Donc, il faut sans cesse travailler votre positionnement sur ces plateformes. Des choses toutes simples, hein, les titres, les visuels, les descriptions. Ça, on a déjà expliqué dans certains épisodes, en fait, mais c'est les titres, les visuels, les descriptions peuvent être saisonnières, par exemple. Ça peut se faire. Donc, ça, n'hésitez pas, du coup, par exemple, à une période d'été, à rajouter dans votre annonce qu'il y a la clim, par exemple. Ou période d'hiver, qu'il y a une cheminée. Je sais pas. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Maxime. Oui, c'est exactement ce qu'on avait abordé dans l'épisode qu'on a eu la chance de faire avec l'Office de tourisme de Cauterets, où il y a forcément une forte saisonnalité. Pour ceux qui connaissent pas, Cauterets, c'est une station de montagne, hein, donc station de ski l'hiver. Puis ils ont un peu développé le côté estival pour l'été. Mais l'idée, c'est quand même d'adapter. Typiquement pour Cauterets, c'est de dire j'ai des racks pour ranger les skis. Ça, c'est un super argument l'hiver. Mais alors l'été, qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est moi au pied des pistes. C'est formidable, mais je viens l'été, il n'y a pas de neige, je viens pas skier. Moi, je viens faire de la rando, je viens au terme. Donc, en fait, il faut adapter son offre. Et pour bien adapter son offre, il est essentiel de connaître aussi sa clientèle, c'est son avatar client. On en parle souvent hein, dans le podcast. Un avatar client, c'est se dire qui j'imagine, j'aimerais avoir dans mon logement et comment je l'ai adapté. Et parce qu'on a oublié un point essentiel quand on dit être visible, c'est être visible auprès de qui. Parce que si on n'a pas défini auprès de qui on veut vendre son logement, on va pas avoir défini un positionnement clair. Et donc du coup, si on veut toucher tout le monde, à la fin, on touchera personne. C'est pour ceux qui font un peu, c'est un peu comme un fusil. Si ça part en comment dire en éventail, j'allais dire. Tu vas pas toucher ta cible parce que ta munition, je sais pas comment dire autrement, ça va partir dans tous les sens, ce sera pas précis, alors que un canon long. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette image de la chasse, parce qu'en plus je ne chasse pas, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'à un moment, si on n'affine pas en fait sa cible, et on va être tellement diffus qu'on finira par ne toucher personne. Et donc le premier pilier que tu as nommé, la visibilité, si on n'a pas travaillé un positionnement clair et si on n'a pas bien défini sa cible, on va vouloir s'adresser à tout le monde, on s'adressera finalement à personne et du coup on ne sera pas visible sur les plateformes. Ça aurait été celui-ci, je pense, le premier pilier, c'est travailler sa cible ou son positionnement. Et on l'avait déjà évoqué dans un des épisodes du Triplex, il me semble, cette partie-là du positionnement, ou alors peut-être sur le Patreon. Oui, c'est dans l'espace privé, j'ai eu l'occasion, si jamais vous êtes intéressé, pour aller plus loin sur la question du positionnement. Vous pouvez retrouver sur le podcast privé. On prend 45 minutes pour faire le point sur la question du positionnement. Donc vous pouvez retrouver énormément de détails, mais bon, dans l'idée, voilà, le positionnement. On peut prendre le cas d'une love room, hein, Samy. C'est le cas le plus facile en fait finalement. Exactement. En termes de description, c'est un cas d'école, c'est de se dire j'ai ciblé une catégorie très spécifique de la population des voyageurs qui est finalement une clientèle locale. Je vais lui proposer une expérience thématisée.
Et pour pouvoir lui proposer une expérience thématisée, bah, quand je vais lui montrer les photos, je vais lui montrer ce qu'elle veut voir. Donc si en fait j'ai mis une balnéo parce que c'est ça qui va faire, c'est ce qui va faire le déclencheur, si j'ai une ambiance particulière, et ça sur les plateformes c'est essentiel, mais si vous voulez faire vraiment la différence, à avoir de la visibilité, bah, c'est d'avoir sur son propre site de réservation, c'est retranscrire toute sa force, tout son positionnement, et c'est comme ça que vous allez gagner en visibilité. Ce sera un des points qu'on va traiter après, mais la visibilité se travaille aussi par la différenciation. C'est exactement ça. Pour être du coup sur les plateformes, Booking par exemple, comme vous avez expliqué du coup dans l'épisode numéro 81, la directrice générale de Booking France nous dit que ils mettent l'accent sur les familles. Donc du coup, cibler des familles par exemple avec des logements familiaux, par exemple. Voilà. Bah, tu vois, tu parlais de visibilité. On parle de positionnement et de visibilité. Si vous ciblez des familles, un des axes de développement de Booking, c'est de travailler sur les familles. Bah, allez travailler sur cette plateforme parce que c'est une plateforme qui va toucher votre cible. Maintenant, si vous avez une love room, je reviens sur ce sujet-là parce que vous allez vous mettre sur Airbnb, vous allez vous mettre sur Booking, mais c'est pas les plateformes les plus adaptées. Si ça se trouve, vous allez avoir un annuaire dans votre ville qui va, un annuaire dans votre ville, un annuaire local qui va référencer les love rooms, et ben ce sera peut-être un plus gros apporteur d'affaires que les plateformes parce que elle sera mieux référencée sur cette thématique-là et vous serez plus visible sur cette thématique-là. Donc c'est aussi important quand on cherche à travailler sa visibilité, et c'est là tout le marketing, hein, c'est de se dire sur quel canal je suis le plus pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sur les différents canaux, mais il faut arriver à cibler lequel est le plus pertinent pour toucher son audience, pour toucher son avatar client. Exactement. On va passer sur le deuxième petit point, Google My Business, où maintenant c'est fiche établissement de Google, qui peut être vraiment quelque chose de, Maxime, game changer. Game changer. Indispensable pour exister localement. Voilà. Pareil, Google établissement, on a fait un tuto sur le Patreon, sur l'espace privé, que vous pouvez retrouver du coup en description. Hein, voilà, il y a le lien en description. Et du coup, dessus, on explique comment vous allez créer votre fiche Google My Business. Alors moi, je l'appelle Google My Business, c'était l'ancien nom. Google My Business, voilà, on va appeler ça comme ça. Ajouter des photos, des avis et surtout faire un lien sur votre site de réservation. On va en parler après, en fait, mais d'avoir un site de réservation, du coup, qui pointe sur votre fiche, enfin, le contraire, fiche Google My Business qui pointe sur votre site de réservation, c'est vraiment hyper important pour du local, quoi. Ouais, parce que tu vois, on parlait de pertinence de vos canaux de réservation. La fiche établissement que propose Google, c'est extrêmement pertinent parce que ça va permettre les recherches très localisées pour les voyageurs. D'ailleurs, ils vont pouvoir, ça se fait de plus en plus puisqu'ils ont l'habitude aujourd'hui d'aller sur les cartes sur Airbnb, sur les cartes sur Booking, et donc ils vont également sur les cartes sur Google Maps. Ils vont pouvoir faire aussi des recherches directement dans la barre de recherche de Google, et donc il est essentiel d'être référencé localement là-dessus. Maintenant, quand vous avez fait ce travail, c'est dommage d'aller payer une commission pour avoir vous-même capté un potentiel voyageur. C'est-à-dire que quand vous avez fait le travail pour être visible, si vous le renvoyez vers une plateforme une marketplace, hein, c'est une OTA en fait, Booking, Airbnb, n'importe laquelle. En fait, vous avez fait le travail pour la plateforme et en plus vous allez payer pour un travail que vous avez fait vous-même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir un site de réservation en direct qui est accolé à cette fiche parce que c'est vous qui avez fait le taf et donc en gros vous pouvez aussi ne pas payer quelqu'un pour juste gérer une réservation avec laquelle il sera jamais en contact avec le client. C'est ça. Donc tout ça, on verra dans le pilier numéro 2. Et dans ce site de réservation, Maxime, qu'est-ce qui est important? Le blog. Un blog SEO, du coup, article de blog utile. Par exemple, pour ma part, j'ai des articles de blog sur le parking. Alors moi, j'ai mes appartements près d'un parc d'attractions.
et je sais en fait ce que vont rechercher les gens, c'est comment me garer au plus près du parc, comment payer, comment me garer gratuitement sur le parc, quels sont les restos qui sont près du parc, comment je peux manger près du parc, euh, les événements également. Et tout ça, en fait, moi j'ai des articles de blog sur mon site de réservation qui me rapportent Du trafic. du trafic énorme, enfin vraiment énorme. Peut-être qu'ils ne convertissent pas de suite, parce que je me dis que quand la personne est sur je veux me garer sur le parking du parc, elle a peut-être déjà réservé sa réservation. Ce qui peut arriver, c'est qu'elle annule sa réservation sur des OTA, par exemple, pour réserver chez moi, ou alors qu'elle en parle à des amis aussi. Ah, j'ai vu ça, dommage, moi j'ai déjà réservé, mais toi, si tu as l'occasion d'aller à ce parc-là, bah, je te le conseille, par exemple, tu vois. Et du coup, ça attire des visiteurs ultra qualifiés, hein. Ouais, ça me fait penser à deux éléments, ce que tu dis. D'abord, ne faites pas des articles que en lien avec votre produit. C'est-à-dire que là, toi, tu parles de parking. En fait, adressez-vous à votre avatar client. Faites des articles qui vont lui être utiles. Et donc, même si c'est pas forcément en lien, à la fin de l'article, vous mettez ce qu'on appelle un appel à l'action pour lui montrer ce que vous pouvez lui proposer derrière. Par contre, même s'il ne réserve pas, il faut dire que ça fait un effet boule de neige. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir lire l'article, Google va comprendre que votre article est intéressant, donc il va dire je vais le remonter dans les résultats de recherche parce que c'est un site qui est pertinent. Et si votre site est pertinent, il va remonter sur toutes les requêtes sur lesquelles vous avez travaillé et dont celles dédiées spécifiquement à vos logements. Et donc du coup, si vous êtes plus visible sur un article sur un parking gratuit, vous le serez aussi sur vos logements. Et donc du coup, c'est tout le site qui en bénéficie. Et c'est pour ça que ça peut sembler très contre-intuitif de faire de rédiger du contenu. Nous, on dit 1 à 2 fois par mois de faire un article, même sans rapport avec les logements. Ben, c'est parce qu'en fait, ça fait grandir tout l'écosystème du site internet, et donc c'est extrêmement important pour le référencement. Donc, et j'ai de plus en plus de questions par rapport aux intelligences artificielles, puisqu'on se dit que demain, on n'ira plus chercher sur Google, et on ira chercher sur ChatGPT ou n'importe quel autre. Et ben en fait, ChatGPT, c'est aussi ça qu'il agrège, comme information. C'est-à-dire qu'il va lire aussi ce qu'il y a sur les sites pour juger de la pertinence du site internet, et derrière voilà. Et lui, en fait, ce que j'ai compris aussi de ce nouveau référencement, c'est qu'il faut, en fait, s'il trouve la pertinence avec des plateformes qu'il juge fiables, notamment les plateformes de réservation, il aura tendance aussi à refaire remonter le site. Donc c'est important d'avoir tout un écosystème global pour gagner en visibilité. D'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qu'on a, du coup, pareil, en description de l'épisode, parce que tu es en train de te former pas mal sur comment se rendre visible grâce l'intelligence artificielle. Et on va sûrement créer un atelier, une mini-formation autour de ce sujet-là. Donc, si vous voulez être informé du coup de la sortie de cette mini-formation atelier, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en description. Ça peut être hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Réseaux sociaux maintenant, travail bien plus long, bien plus il faut laisser le temps. Instagram, TikTok peuvent marcher. Si vous avez des choses à montrer, une expérience, des coulisses, l'humain, c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux. C'est vraiment l'humain. Par exemple, on a fait venir des Sables d'Olonne, je me souviens plus de son prénom. L'Escale Cocoon. L'Escale Cocoon, par exemple, qui est hyper présente sur les réseaux sociaux et qui donne de la visibilité à ses logements grâce aux réseaux sociaux. Par contre, elle montre une expérience, elle montre de l'humain, elle montre comment elle fait les ménages, qu'est-ce qui lui arrive dans ses logements, etc. Et ça marche, mais il faut y passer du temps. Ça peut être des fois chronophage, il faut le dire, hein, mais vous pouvez derrière avoir pas mal de retours. J'ai également envie de dire que si vos logements sont plutôt simples, basiques, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent d'en faire un, vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait une expérience, qu'il y ait quelque chose à montrer. Appartement à thème, endroit exceptionnel, etc., etc. Ouais, parce qu'il y a un biais quand même sur Instagram et TikTok, c'est qu'aujourd'hui, la culture de l'attention, de l'instantané, fait que si vous n'avez pas quelque chose qui est différenciant, ce sera compliqué. Et les réseaux sociaux peuvent être très vite chronophages. Et ça, c'est un arbitrage à faire en fonction de la cible que vous avez définie, et de la typologie de biens que vous proposez. Mais si vous avez de l'énergie à passer, des fois, c'est peut-être plus important de la passer sur de la rédaction d'articles, sur l'optimisation d'un site internet.
sur de la recherche, d'autres logements, de l'optimisation de prix. Bref, il y a énormément de leviers en location courte durée, plutôt que s'évertuer à faire des réseaux sociaux qui peuvent être compliqués. D'ailleurs, Samy, je reviens sur ton amalgame du début quand tu dis marketing, c'est pas la communication. C'est vrai que nous, des fois, on nous contacte en disant vous faites du marketing, du coup, vous faites de l'Instagram. En fait, non, on fait pas de l'Instagram. On va définir ensemble tout ce qui va autour pour que, in fine, quand vous ferez de l'Instagram, parce qu'on n'est pas community manager, on n'est pas une agence de community management, vous ayez toutes les clés pour activer finalement vos réseaux sociaux de la manière la plus performante et efficace possible. D'ailleurs, il y a même des fois où, comme là je viens de le dire, on va recommander de ne pas y aller. Parce que quelqu'un par exemple qui va être salarié, ça on a beaucoup qui ont des logements et qui continuent à travailler à côté. Est-ce que vous voyez 2 heures par jour après avoir débauché, fait votre vie, avoir eu votre vie perso, gérer vos réseaux sociaux pendant 1 à 2 heures le soir? Ça peut être aussi dangereux pour le salarié, parce que un patron qui peut tomber sur ça peut dire mais en fait à ce moment-là, en fait, je te payais à faire ton travail et en fait, tu vois que tu as fait un Reels ou une story, tu vois, ça peut être hyper dangereux. Ouais, voilà, ça, mais c'est un vrai arbitrage et donc du coup, il faut bien tout analyser pour voir la pertinence et la performance de l'action. Exactement. Dernier point, et tu vois Maxime, je pense que cet épisode-là va être très long parce qu'on a 5 points, 5 piliers, et on est au premier et on a 20 minutes. On fera peut-être en 2 parties. Peut-être, et d'ailleurs ça pourrait être hyper intéressant de le faire en 2 parties, tu vois. Bonne idée. Plateforme secondaire, ne pas négliger les plateformes secondaires comme Le Bon Coin par exemple, ou même des fois Facebook. Moi sur Le Bon Coin, j'ai eu des réservations. J'ai eu même pas mal de réservations et on l'oublie de faire des annonces Le Bon Coin. Alors maintenant, ils sont un peu plus casse-pieds avec les annonces Le Bon Coin. Je me suis confronté à une chose qui n'était pas existante avant, c'est que au-delà de 3 annonces, je crois 3-4 annonces, en fait, ils te qualifient comme professionnel et du coup, tu dois payer un abonnement qui est très cher. Donc du coup, ouais, donc faites au moins 1 ou 2 annonces, voilà, sur vos logements et puis moi je les regroupe. Voilà, je regroupe mes logements dessus et ça va vous ramener des gens. Et les gens vont vous poser des questions, vous les renvoyez vers votre site de réservation en direct et puis vous allez voir que c'est pas mal. Moi, ça me fait penser également, tu vois, tu parles de plateforme secondaire. Pour les Love Rooms, on parlait d'annuaires. Moi, j'en ai consulté plusieurs. J'ai vu ce qui se faisait. Il y a de plus en plus d'acteurs, peut-être indépendants, qui veulent référencer autour de thématiques. Parce que les plateformes ne sont pas les plus pertinentes, comme on l'a dit au départ. Et donc, ça peut être aussi intéressant de se référencer sur ce genre de plateformes qui sont moins performantes, qui drivent moins de trafic que sur Airbnb par exemple, mais si le trafic est plus qualifié et qu'il y a moins de concurrence, ça vaut le coup quand même, sachant que les tarifs peuvent être aussi très intéressants parce que ils ont des mécanismes où des fois ils fonctionnent même pas par commission, vous payez un abonnement annuel et puis vous êtes présent sur la plateforme, donc ça peut être extrêmement intéressant. Il y a aussi un sujet dont on parle pas beaucoup, mais les blogs. Ça revient un peu en force aussi. Ouais. Alors on n'appelle plus ça des blogs aujourd'hui, mais on va appeler ça des sites. Moi, je pense notamment aux bonbons qui référencent dans chaque ville des bars, des restaurants. Et je vois pas mal d'articles aussi passer sur les Love Rooms. Idem, la presse locale. Ouais. J'ai eu l'occasion de lire pas mal d'articles dans la presse locale. Ça vous attirera pas tout de suite des réservations. On a ce défaut de croire que tiens, je vais me mettre sur une plateforme, le téléphone va sonner demain, je vais jamais être en capacité de tout absorber. Non, c'est la diversification des partenariats. Si vous avez dans l'année, il y a 12 mois, si vous dites tous les 2 mois, j'essaye de faire un partenariat avec un nouvel acteur, à la fin de l'année, vous en avez 6. Si chacun de ces acteurs vous apporte une réservation par mois, en fait, à la fin de l'année, vous avez 6 réservations qui sont prises par ces nouveaux acteurs. Ça fait, l'air de rien, ça fait plus quasiment un quart du mois qui est par ces nouveaux acteurs. Un quart des nuitées par mois, pardon, pour ce 6 sur 30, qui peuvent être faits par ces acteurs. Donc c'est important, il faut pas négliger les petites actions. Je pense que ça peut être très intéressant.
ne pas se disperser, mais aller voir quels acteurs peuvent être pertinents pour sa cible. Et tu vois, ce qui manquerait dans être vu également, c'est tout ce en plus, tu l'as dit, hein, c'est un peu les partenariats. En fait, je suis en train de répéter un peu ce que tu as dit. Partenariat avec des entreprises, des centres de formation, des gens qui ramènent en fait du public pour plusieurs jours chez eux. Et en fait, tu peux complètement leur dire j'ai 5 logements à côté de votre centre de formation. Et ben, pour héberger vos élèves, ben, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mm. Et tu sais, là, j'étais au téléphone avec une cliente l'autre jour pour un. Alors, les Love Rooms, c'est que c'est un peu gagné en visibilité, mais je vais encore parler du sujet et parler d'un partenariat avec comment on va appeler ça de manière, un magasin de jouets pour adultes à côté de sa Love Room. Et en fait, je trouvais le concept hyper intéressant parce que elle, ça lui permettait de faire des upsells, mais du coup, ça lui permettait aussi d'être visible dans le magasin qui va toucher spécifiquement la clientèle qui pourrait être intéressée par son produit. Et donc, du coup, ça crée voilà un écosystème global. Et je trouvais en fait ce partenariat, c'est génial, à condition que ce soit fait de manière qui corresponde bien au positionnement qu'on a choisi. Bon, là, je prends le cas très spécifique de la Love Room parce que là, c'est un marché local, donc Ouais. ça. Et puis ça parle à tout le monde. C'est tellement pointu comme positionnement que ça parle à tout le monde. Parce que quand on dit vous avez un logement, vous allez voir l'entreprise du coin pour ses pros. Bon, c'est peut-être un peu trop vague, voilà. Mais moi, je connaissais alors c'était le cas d'un hôtel dans le fin fond de la Dordogne où il y avait rien. Franchement, il y avait rien, sauf une boîte à côté qui avait la chance d'être une boîte avec une centaine de salariés. Donc, quand on dit 100 salariés, c'est la moitié, c'est des commerciaux. Les commerciaux, tous les mois, ils viennent se former aux nouveaux produits, au CRM, aux nouveaux services. Et donc, ils viennent dormir. Sauf que une boîte qui a 100 salariés, qui s'est développée dans le fin fond de la Dordogne, elle va pas avoir fait des dortoirs. Donc, elle fait dormir les gens où au plus proche. Et au plus proche, c'est un partenariat avec l'hôtel. Et le partenariat avec l'hôtel, c'est quoi? C'est des tarifs fixes pour que tout le monde y voit plus clair, que ça rentre dans l'enveloppe du défraiement des commerciaux, voilà, et il y a une émulation collective finalement, et donc ça c'est important. Je pense notamment vraiment à ceux qui peuvent être en province, dans les campagnes et tout, qui peuvent avoir des petits sièges d'entreprise de PME. Ça c'est vraiment des sujets qui peuvent être creusés, quoi. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour du coup par rapport au pilier numéro 1. Enfin, Exactement. il y a encore plein de, il y a plein de sujets qu'on pourrait voir sur le pilier numéro 1, l'identité graphique, etc., etc. Bref, il y a plein de choses. Clairement, mais En fait, tout découle, ce pilier numéro 1, découle du positionnement exactement. qu'on a adopté. Et en fait, c'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment essentiel, c'est de se dire, Qui on touche. qu'est-ce que je veux faire? Déjà, ça c'est important, hein. Faut être en adéquation avec ce qu'on veut faire. Est-ce que du coup, il y a une clientèle, qui je la touche, et après, c'est qui je touche et comment je la touche. Voilà. Et le comment, c'est la visibilité, et c'est tout ce qu'on vient de dire. Mais la base de la base, c'est de se dire à qui. Voilà, à qui je vais proposer mes services pour savoir comment je vais leur vendre. Ouais. Pilier numéro 2, convertir. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est voilà, convertir. Attirer, c'est bien, convertir, c'est mieux. Ça J'aime bien. c'est la moula. Enfin, c'est comment? Non mais parce que on a toujours cet exemple là nous en tête, c'est le mec qui, tu sais, c'est une dégustation de fromage au supermarché. Le C'est mec il se ça, fait ouais. défoncer son stand, tout le monde vient lui grailler un truc et il a rien vendu. Il a rien vendu. Voilà. Donc voilà, l'important c'est derrière de vendre, hein. Ouais. C'est l'essentiel. Ça fait penser au pub L'Ardhammer en ce moment, là, du coup, du gars qui passe 10 000 fois sur le stand. Bref. C'est exactement ça. Donc, Donc toi, le tu as trafic. parlé de l'annonce, ouais. Toujours, Ouais, donc, encore et toujours. en fait, le trafic, comme on l'a dit, hein, c'est cool. Ça va vous demander du temps, peut-être même de l'argent. Un trafic qualifié peut vous demander de l'argent, parce que ce qu'on n'a pas dit également en haut dans le pilier numéro 1, c'est qu'on peut faire du SEA, donc du coup des annonces Google payantes. C'est un des leviers également, mais pas quand on a un ou deux logements. Quand on a beaucoup plus de logements, ça peut être intéressant, et du coup c'est payant. Donc le trafic, c'est cool, mais derrière, il faut que ça convertisse. Faut qu'il y ait faut que vous puissiez avoir les fruits entre guillemets de vos efforts.
Mais même tu parles trafic payant sur Google, mais tu peux même parler de Airbnb, Booking. Alors il me semble que Booking via l'extranet, tu peux analyser ton taux de conversion notamment. Oui, ça s'appelle l'incrémentalité. Et tu en fait, nous on avait eu le cas par exemple, Samy, je te rappelle, on avait fait un coaching avec une personne qui avait franchement un super logement hyper attractif. Beaucoup de monde venait, mais un positionnement prix qui était beaucoup trop haut, et donc du coup on avait fait un coaching justement pour chercher la raison de mon logement il est super bien, il est bien positionné, mais j'ai pas de réservation. Et donc là c'est là où on voit en fait il y avait le problème de conversion venait du tarif qui était pas adapté au marché. Mais il y a plein d'autres éléments qui peuvent faire que vous n'allez pas convertir. Donc il faut toujours analyser ces données de performance là. C'est hyper important là, quoi. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Le site de réservation en direct, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Par contre, on va rajouter. Alors moi, juste avant, je voudrais faire quand même un petit coup de gueule. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ah, vas-y. Alors, on aime bien tes coups de gueule. Vas-y. Ah ouais, non, mais parce qu'en fait, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui me disent ouais, mon channel manager, il me propose un site de réservation. Faux. Ouais. Il vous propose pas un site de réservation, il vous propose un moteur de réservation. Et donc du coup, c'est bien. Vous avez un moteur de réservation. Il a même pas de nom de domaine. Il y a que le moteur. Des fois, il y a même pas les photos. Il y a juste un calendrier, un prix et un lien Stripe. Mettez votre carte bleue ici. Clairement. À part votre tati, qui c'est qui a envie de mettre sa carte bleue pour réserver un truc chez vous sur ce genre d'outil? Ça, et je trouve que c'est un vrai défaut quand on parle de site de réservation, c'est de faire l'amalgame entre un moteur de réservation mis à disposition par un channel manager et un vrai site de réservation qui derrière va être travaillé pour notamment convertir. Et la conversion sur un site de réservation, elle passe beaucoup par la confiance, par la valorisation des services. Et quand vous avez uniquement un moteur de réservation, la valorisation, vous ne l'avez pas. Le positionnement, vous pouvez pas l'affirmer. Et tout ce qui est confiance, ça n'existe pas. Vous pensez, quelqu'un va mettre aujourd'hui son numéro de carte bleue sur un truc où il y a même pas le nom de l'autre, il n'y a même pas de CGV, enfin de conditions générales de vente, il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas d'adresse de contact, pas de numéro de téléphone, bref, je mets ma carte bleue et je ne sais rien du process, comment ça va se passer. Non, alors, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Je vais nuancer par rapport à ce que tu dis, il y a maintenant des channel managers qui proposent de vrais sites de réservation. Mais le problème, il y a des problèmes aussi, c'est que votre site ne vous appartient pas. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Il y en a, on va les citer. Amenities, par exemple, qui vous propose des sites de réservation. Il n'y a pas de souci. En plus, il est très bien fait. Ouais, il n'y a pas de souci. Et on a pas mal de clients qui sont venus nous voir après en disant mon site de réservation, du coup, je veux partir d'Amenities. Est-ce que je peux le récupérer? Bah non. Mais du coup, mon référencement, comment ça se passe? Tu perds tout. Voilà. Même le nom de domaine. Tu perds tout. Parce que du coup, le nom de domaine va leur appartenir. Donc, du coup, un site de réservation ou un site en lui-même doit vous appartenir. C'est la base. C'est votre propriété. C'est comme votre logement. Il doit vous appartenir. Bon, il y a de la sous-location aussi, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment un pilier majeur de votre business. Et si vous n'êtes pas propriétaire de ça, c'est hyper dangereux. Ouais. En fait, si vous montez un site de réservation en direct, c'est pour gagner en indépendance vis-à-vis des plateformes. En fait, vis-à-vis d'un tiers qui peut unilatéralement changer les règles du jeu. Donc, une plateforme, c'est ni plus ni moins qu'une marketplace qui applique une commission sur une vente pour ses services de mise en relation entre un client et un vendeur. Bon, quand vous faites un site de réservation qui vous appartient pas, en fait, vous louez les services d'une société qui vous prend un loyer, ni plus ni moins, qui vous facture une prestation de mise à disposition d'un outil. Si demain, on vous dit, cette facture, je la multiplie par 2, ah bah ouais, mais c'est plus rentable. Donc, en fait, il y a vraiment des sujets. On avait eu l'occasion, dans un des premiers épisodes, où on disait, il y a des loueurs, ils aiment se rajouter des charges et des charges et des charges et des charges. Ils disent, tiens, 2% de commission par là, 5% de com par là, la conciergerie, machin. À la fin, ils ont des 2-3% de commission, ils arrivent à 40% de commission. Après, ils ont le loyer, ils ont l'électricité, l'eau, et puis après, ils ont tous leurs outils qui sont des abonnements. 10 euros par-ci, 9 euros par-là. Et à la fin, tu te dis, mais comment en fait tu gagnes de l'argent?
T'as tellement de trucs. Donc, il y a aussi de se dire, bah, quand je fais un, 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 un site ou quand je veux prendre un canal de réservation en direct, l'idée c'est que ça soit une charge qui ne soit pas récurrente et Non, que je fixe. puisse Voilà. amortir. Et Parce c'est que ça, en fait. si on l'a tous les mois, je pense qu'à un moment, on a aussi ce truc de bah, t'arrives jamais au bout. Hmm. Jamais il Exactement. est rentabilisé ton truc. Il est performant, il a un degré de performance, mais jamais. C'est un peu comme si tu prenais l'exemple de la sous-location. Certes, tu dégages une rentabilité, mais in fine, sera toujours la même et tu n'auras pas développé, t'auras pas capitalisé pour toi-même. Bah, là, le site de réservation, c'est exactement la même chose. On peut capitaliser pour soi. Et nous, on voit avec des clients qui arrivent à faire 30-40% de réserve en direct. Alors, 40%, on est sur l'ordre de l'exceptionnel, mais bah, derrière, demain, en fait, c'est un actif à leur service. Même rien que 10 ou 15%, on a des clients qui font 10 ou 15% de réservation en direct, mais ils ont 5, 6, 7, 10 logements. Et ben, en fait, quand on calcule, on l'a fait dernièrement avec un client, le client, en fait, se fait 2000, 3000 euros par mois, quoi. Donc, son site de réservation, il l'a payé, on va pas dire les multiples, parce que ça va dépendre. Si ça se trouve, nos prix vont changer par rapport à Macomimo, mais il l'a Oh, bah, payé. son ROI, il est atteint assez rapidement quand même, hein. Voilà, plus que 2 fois par mois, quoi. Enfin, voilà. Donc, au final, par rapport C'est au site de gagnant, c'est gagnant aussi. Lui, il y gagne. Le voyageur aussi, il gagne. Et réservation. en toute transparence, j'ai eu des échanges avec une OTA notamment sur un salon qui disait mais nous aussi on y gagne parce qu'en fait c'est une saine concurrence. C'est-à-dire que nous, des clients qui sont 100% dépendants de notre plateforme, ça nous intéresse pas parce qu'en gros, demain on change un paramètre, on les pénalise tellement qu'ils pourraient disparaître. Mm. Et ça, dans une idée de partenariat et d'écosystème vertueux, ça ne marche pas. Quelqu'un qui est 100% dépendant de vous, c'est pareil si demain, je sais pas moi, vous avez un prestataire de ménage, admettons, tu vois, on va prendre un cas très concret, il est 100% dépendant de vous. Vous vendez un de vos logements parce que vous avez besoin de cash, parce que vous voulez faire un autre projet, vous aviez 5 logements, vous en vendez un, vous en avez plus que 4. Lui, il perd 20% de son chiffre d'affaires d'un coup parce qu'il était 100% dépendant de vous. Est-ce que vous croyez qu'il va tenir le choc en perdant 20% de son chiffre d'affaires? Bah, en fait, vous allez peut-être perdre votre prestataire parce que ces 20%-là, ils étaient vitaux pour lui. Et donc, du coup, bah, est-ce que pour vous, c'est intéressant d'avoir un prestataire 100% dédié à vous, 100% dépendant de vous? Ça, c'est aussi une vraie question. Et donc, les plateformes aussi sont quand même assez réalistes vis-à-vis de ces mix-là. Exactement. Donc voilà, pour les sites de réservation directe, on va peut-être clôturer par rapport à ça. Si vous avez besoin d'un site de réservation directe, on fait notre petite pub, macom.imo, lien en description bien entendu. On fait votre site de réservation directe. Maxime et moi, on délègue rien du tout. C'est nous qui faisons vos sites. Voilà. Et je voulais dire à un auditeur, santé. Voilà. Ah, c'est une petite private joke, c'est ça? Private joke. Voilà. Et s'il se reconnaît, il aura qu'à nous envoyer un petit message sur WhatsApp, sur Instagram, comme la dernière fois. Le branding cohérent. Donc, on va faire court sur ce sujet-là. Un nom, une ambiance, un logo, des photos professionnelles. Ça inspire confiance. Il n'y a pas de débat avec ça. Vous n'êtes pas, du coup, vous faites pas, enfin, comment dire, vous faites pas passer pour, du coup, le petit, enfin, même quoique, je vais dire des conneries là. Ça peut être aussi intéressant en fonction de votre cible et du positionnement, en fait, de montrer que vous êtes petit, local, avec du coup une ambiance cosy et que vous n'êtes pas un gros mastodonte, ça peut être hyper intéressant. Ça Il y va en a d'autres, dépendre de la cible. ça va être Comme vraiment on a... voilà. Et de toute façon, le branding va être du coup en lien avec ce que la cible, encore une fois. Hein. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, Ouais. tu vois, photo, tu vois, une ambiance, ça inspire confiance. On l'a vu avec Booking notamment, qui disait, bah, par exemple, vous voulez attirer des familles, mettez des photos. Comment on attire des familles avec des photos? Ça c'est la bonne question, tu vois, à laquelle ils ont répondu. C'est dire, mais en fait, les familles, elles recherchent des endroits sécurisés et propres. Ouais. Après, avec un environnement global, un environnement attractif. Ne mettez pas que l'environnement en avant. Ne mettez pas. Non, si vous avez des escaliers, il faut montrer que c'est sécurisé. Si vous avez une piscine, c'est un super environnement, mais s'il y a pas, si on ne voit pas sur la photo qu'il y a soit une barrière, soit une alarme, soit n'importe quoi, bah ça peut effrayer certains parents. Ouais. Donc si votre cible c'est ça, c'est intéressant.
on parlait d'adapter son annonce à la saison. Bah, les photos, c'est également le cas. On reprend le cas d'une station de ski. Bah, si vous mettez une photo vue du salon avec de la neige en plein été, bah il y a une petite dissonance. Et donc on va se dire oui, ben en fait j'aurais plus envie d'y aller l'hiver que l'été. Et c'est un grain de sable, c'est un grain de sable. Et on le dit tout le temps, les grains de sable, faut les sortir du parcours client. Sur Internet, vous êtes en concurrence avec tellement de monde, donc pas de grain de sable. Faut que ça déroule facilement. Donc mettez des photos adaptées. Pour une annonce, elle est je sais même pas si elle est en secondes. Hein. C'est une vingtaine de secondes, il disait. Ouais. Ouais, enfin. Et surtout, c'est la première photo qui fait cliquer. Ouais, c'est ça en fait. Quand tu regardes par rapport du coup à la liste, moi, là c'est intéressant de voir ce que toi tu regardes par rapport à une annonce. Moi, je regarde la photo, la première photo si elle m'attire et les notes. Je sais pas pourquoi. Je regarde la photo, les notes. Ouais, moi c'est la photo. Alors déjà les notes, j'ai déjà trié. Hein. Moi, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine note, vous apparaissez même pas. Je suis très attiré. Moi, je fais beaucoup de recherches localisées justement. C'est-à-dire que j'aime pas les recherches. Tu sais où on va te proposer un listing. Moi, j'aime bien avoir la carte et dire je vais être dans tel coin et je vais regarder. Et une fois que j'en trouve 3-4, moi j'aime bien en ouvrir 3-4 d'un coup et je vais les comparer. Et donc après, comme tu dis, je vais regarder ce qu'il y a un peu plus en détail, regarder les autres photos parce que, comme dirait Diams, pour les plus vieux d'entre nous, une photo c'est mentir. Donc du coup, je vais regarder les autres photos et après effectivement je regarde les avis, mais je vais pas me fier non plus, à l'évaluation globale. Je vais aller regarder, tu vois, moi aussi en détail. les points un peu négatifs. Et si tu vois, je vois 3 avis avec le même point négatif et que pour moi c'est un point négatif, je clôture l'annonce. Ouais. Tu vois, on va prendre un cas très très concret. Quand on est parti ensemble sur un salon, j'ai réservé notre hôtel. J'avais le choix entre 2 hôtels. Il y en a un sur les 10 derniers avis, il y avait 3 fois problématique de propreté dans les chambres. Bon. Si ça revient 3 fois sur 10 avis, c'est que c'est un vrai problème. Donc, surtout les 10 avis les plus récents. Donc, il y a une problématique de ménage peut-être ponctuelle, mais au moment où on va y aller, on sera peut-être encore dans ce truc-là. Donc, j'ai préféré ne pas utiliser. Même si la note globale était, tu as bonne, parce que l'hôtel était ressorti dans les résultats de recherche. Ouais. Très bien. Offre ciblée maintenant ? Pensez offre longue durée, réduction en direct, page spéciale séjour professionnel, par exemple, sur un site de réservation. Hyper important, via votre cible que vous avez identifiée, proposez du contenu pour convertir sur cette... voilà. Pour ma part, par exemple, on va prendre mon cas concret, sur mon site, j'ai une page spéciale séjour professionnel. Comme ça, dès qu'une personne met séjour professionnel sur la technopole de mon secteur, ils vont peut-être tomber sur ma page, pas forcément, hein, mais s'ils tombent sur ma page, il va y avoir du contenu qui va être hyper ciblé pour eux. Pareil, séjour sur le parc, pareil, du contenu hyper ciblé sur ce qu'ils recherchent et ça convertit. Bah, ça rejoint tout à fait ce qu'on s'était dit sur le positionnement. Voilà. Il faut avoir bien évidemment 80%, peut-être un peu moins, et 70% vont venir pour une offre globale générale. Mais si vous avez un canal de réservation en direct notamment, c'est là où vous allez pouvoir traiter de thématiques spécifiques et notamment de thématiques que les plateformes ne peuvent pas gérer. Et tu vois, Samy, l'offre pro, c'est une offre que les plateformes ne peuvent pas gérer. Je vais prendre un cas très concret. J'ai des professionnels en déplacement parce que j'ai un chantier dans votre secteur. Ils travaillent du lundi au vendredi. J'ai besoin de les faire dormir du dimanche soir au jeudi soir. Ils seront là pour un chantier qui dure 2 mois. Faites-moi une proposition commerciale. Est-ce que vous avez un logement? Ça sur Airbnb, c'est impossible. Ouais, moi, ça m'arrive souvent ce genre de cas. Pas l'été, bien sûr, mais à partir de septembre, j'ai même des étudiants, par exemple. Des étudiants qui sont... bah toi, c'est ce que tu m'avais dit, tu avais une école de notaire, il me semble, ou un truc comme ça. École de notaire, j'ai pas mal d'écoles aux alentours, j'ai du coup des alternants qui viennent également. Et on avait noté avec le Covid, hein, on s'était fait la réflexion, avec le Covid, il y a eu des changements de consommation du logement étudiant. C'est-à-dire qu'avant les étudiants, quand on faisait une alternance, nous, hein, on a connu ça très très en particulier.
on allait dans notre école, on essayait de chercher l'alternance à côté parce que on prenait un logement et on n'allait pas s'amuser à multiplier le loyer. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a des nouvelles habitudes de consommation. Les étudiants, ils ont leur école dans une ville et ils vont faire leur alternance peut-être 300 km plus loin parce qu'ils ont une opportunité professionnelle qui est très intéressante. Et clairement, ils profitent de l'offre en location courte durée pour se dire la semaine où je suis à l'école, en fait, je le partage avec des camarades de promo, donc je réduis les coûts. J'ai pas besoin de me prendre une assurance habitation, j'ai pas besoin d'avoir un loyer, j'ai pas besoin d'avoir d'ouvrir un compte pour l'eau, j'ai pas besoin d'avoir une taxe d'habitation. Quoique ça existe plus. Nous à l'époque oui, mais ça existe plus. Mais en gros, j'ai différentes charges qui n'existent plus. Et en fait finalement, comme je peux mutualiser ma location courte durée, ils s'y retrouvent et surtout, ils payent pas l'été, ils payent pas pendant leurs vacances et du coup, ils ont une meilleure maîtrise de leur budget. Donc, c'est un nouveau truc de consommation. Et pour travailler sur cette nouvelle habitude de consommation, il faut aussi dire, j'ai compris comment toi, mon avatar client numéro 3, tu as besoin de moi et appelle-moi. Parce qu'en fait, c'est trop complexe pour qu'on puisse. Donc, on va travailler ensemble, mais de manière plus humaine. Voilà. Et ça, c'est l'avantage aussi du site de réservation en direct. C'est clair. Dernier point de cette partie pilier convertir, on l'a déjà évoqué, c'est les avis clients. Ce sont clairement vos commerciaux, c'est eux qui vont décider. Maintenant, c'est eux qui vont décider dans la majorité des cas si un autre client va réserver ou pas. Comme on l'a dit, on est tous les deux d'accord avec ça. On regarde les avis clients et on n'est pas les seuls. On est tous maintenant à regarder les avis clients. C'est un peu rentré dans les mœurs, les avis clients, et tout est noté aujourd'hui. Quand on achète un produit, c'est noté. Quand on va dans un endroit, c'est noté. Notre boulangerie est notée. Notre médecin est noté. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé ça ou pas. Ils devaient l'enlever du coup de Google My Business. Les médecins notés. Les écoles sont notées. Tout est noté et ça fait partie de notre société française. Je ne sais pas si dans les autres pays c'est comme ça, mais en tout cas chez nous, on se fie énormément aux notes. Donc, il faut les mettre en avant, si elles sont bonnes, bien entendu. Voilà. C'est si elles sont ça. pas bonnes, posez-vous les questions pourquoi elles sont pas bonnes. Ouais, et tu vois, on nous pose beaucoup la question, est-ce qu'on peut automatiser les avis qu'on reçoit sur Airbnb pour les mettre sur mon site de réservation en direct? Moi, j'ai tendance à dire non. Allez sélectionner que ce que vous voulez mettre en avant parce que on fait pas un site de réservation en direct pour devenir dépendant. En fait, pour retrouver le même impact des avis de clients, comment dire, c'est quoi le mot? Ça y est, j'ai perdu. Qui sont malhonnêtes dans leurs avis, et donc quand on automatise, en fait, on se retrouve avec on est doublement pénalisé sur Airbnb et aussi sur son site de réservation. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire de pas non plus automatiser. Par contre, de mettre un lien vers ces avis. Pour que en fait on se dise pas que c'est des faux avis qu'on a mis sur son site. On met le lien vers soit la page Airbnb, soit vers la fiche Google établissement. C'est aussi important de pouvoir justifier des avis clients, mais ne pas se tirer une balle dans le pied non plus. Après, on parle beaucoup de réservation en direct, mais on avait dit que c'était un guide ultime marketing global de la location courte durée. Donc, ce qu'on dit là est également valable pour les plateformes. Les avis clients, par exemple, comme tu l'as dit, récupérer des avis clients, mettant en place un message automatique qui, juste après le séjour, demande à la personne de mettre un avis 5 étoiles. Ça s'est bien passé, bien entendu. Hyper important de demander la note, parce que sinon, la personne, déjà, soit elle ne le fera pas d'elle-même, sauf si elle est insatisfaite. Ça serait souvent, elle va mettre l'avis, mais si elle est satisfaite, elle ne mettra pas forcément l'avis. Donc ça, hyper important de demander et d'éduquer également la personne en disant que un 5 étoiles sur Airbnb, c'est la norme, et un 10 sur 10 sur Booking, c'est la norme. Parce que pour une personne, 4 sur 5, c'est très très bien. Alors que pour Airbnb, c'est pas bien du tout. Voilà. 4 sur 5, pour vous donner un comparatif, c'est 16 sur 20, c'est mention très bien au bac. Donc en fait, les gens se disent, c'est très bien.
C'est super, Voilà. ouais. Et rien n'est jamais parfait, donc ils mettent pas 5. Mais quand vous leur expliquez, ils se disent, ah oui, mais enfin ça vaut pas la pénalité d'une étoile, tu vois. Mm. Pareil pour le 10. Et c'est pour ça que quand vous allez au supermarché ou quand vous avez une enquête de satisfaction, on vous dit, si vous avez aimé, mettez 9 sur 10, parce qu'en fait, même 8, c'est une mauvaise note. Mm. Alors ça, moi, on parlait du marketing, c'est fait pour faire vendre. Le marketing, ça fait aussi partie des outils marketing, c'est l'analyse de la satisfaction. Bon, moi, par exemple, ce qu'on appelait le NPS, le Net Promoter Score, pour moi, c'est de la flûte. Ça fait partie des éléments qui discréditent le marketing. C'est pour ça que c'est pas des trucs sur lesquels je travaille, parce que je trouve que ça sert à rien. Mais par contre, on est obligé d'avoir ces outils-là. Donc, il faut aussi expliquer comment ils marchent pour en fait casser un peu les règles du jeu, ce qui est dommage parce que dans notre culture à nous française, en fait, quand on met un 8 sur 10 à quelqu'un, c'est plutôt une bonne note. Quand on voit que l'important à l'école c'est d'avoir la moyenne, on comprend qu'un 6 sur 10, c'est dire bah c'est pas si mal, voilà, c'était moyen plus, voilà. Donc mais pour les plateformes 6 sur 10 c'est horrible. Ouais. Alors, les avis clients, je vais nuancer également par rapport à ça. C'est bien également d'avoir de temps en temps. Alors, quand on l'a sur le coup, ça fait pas plaisir, mais après, en prenant du recul, c'est bien d'avoir un 4 sur 5 sur Airbnb. Ça m'est arrivé pendant que j'étais en vacances, en plus, ça m'énerve. Ça arrive toujours pendant que je suis en vacances, et vous allez me dire, oui, 4 sur 5, ça, c'est bien. Mais en fait, quand tu que des 5 sur 5, bah, mais en fait, je me dis que c'est bien aussi, parce que Ouais. ça t'enlève une pression. Parce qu'en fait, j'ai la pression du 5 sur 5 tout le temps. Et en fait, et plus plus du coup les 5 sur 5 s'accumulent, ce qui est bien, il n'y a pas de souci. Mais plus tu as une pression de putain, si un jour j'ai un 3 ou un 5 sur 5, ça va tout me casser. Ce qui est arrivé, voilà. Bon, après, le commentaire était enfin, en fait, on a l'étoile globale, enfin, les nombres d'étoiles globales du coup sur la note. Et puis après, on peut noter la communication, l'emplacement, etc. Et en fait, la personne s'était complètement plantée. L'emplacement m'a mis 2 alors que tout le monde me dit que c'était 5 sur 5. Bref, n'importe quoi. Bref, après, c'est comme ça. Il faut faire avec. Il y a des clients qui vont être chiants, des clients qui vont rien comprendre, des clients qui vont être super gentils. La problématique Voilà. de ces évaluations-là, tu vois, de quelqu'un qui n'a pas compris, c'est que le voyageur qui va le lire après, il va tout de suite se dire c'est pas cohérent. Par contre, l'algorithme, et c'est là où c'est problématique, c'est ces analyses algorithmiques, lui, il va pas se dire tiens, c'est un extrême, je vais peut-être le minorer. Et d'ailleurs, Et par ça, rapport à l'algo ça, ne le fait pas. d'ailleurs, par rapport à ça, avec les nouvelles du coup implémentations de Booking qui vont aller récupérer du coup grâce à l'IA des choses dans les avis. Par exemple, comme je sais pas si on l'a expliqué, si on a dû l'expliquer, qu'il y aura maintenant un système de prompt, intelligence artificielle qui va vous permettre de réserver un logement avec vos propres mots. Par exemple, je souhaite réserver un logement en Dordogne, Périgord noir, une villa de 6 personnes avec de très bons avis sur la propreté et l'emplacement, par exemple. Voilà, genre de truc. Et donc, du coup, l'IA va aller chercher du coup dans les commentaires ce qu'on dit sur la propreté et l'emplacement de votre logement. Ces avis clients là, c'est extrêmement important de bien éduquer le client. Et je rebondis sur ton 4 sur 5. Tu dis pas réagir à chaud, donc toi tu as le côté de l'exploitant, là je le reconnais très bien. Moi je vais parler du côté marketing. Un 4 sur 5 ou un 3 ou un 2. Ne réagissez pas à chaud. Non. Et utilisez-le pour expliquer, parce que vous répondez pas à celui qui vous a laissé la note, vous répondez à celui qui va la lire. Donc ne le démontez pas. Clairement, là j'ai vu sur Airbnb, là j'ai lu une évaluation. Je ne comprends pas votre évaluation qui n'est pas justifiée suite à nos échanges lors de. Non, ça n'a. En fait, on voit que ça la touche personnellement, et on se dit en fait. Tu te mets sur tes gardes en fait. En tant que voyageur, tu te dis oh là là, je vais tomber sur une relou. Tu vois. Alors que tu dis en fait, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus objective, qu'être dans l'affect et de dire d'apporter des éléments objectifs. Maintenant, il y a un système qui existe qui permet de réagir à un avis client assez, du coup, assez,
je sais pas, bienveillant, mais bon, c'est l'IA, hein, ChatGPT. ChatGPT. Vous défoulez sur ChatGPT en lui disant, vraiment, vous marquez ce que vous avez sur le cœur. vous défoulez sur le truc et vous dites à la fin, mets-moi ça de façon plus professionnelle ou bienveillante, etc. Et il va vous faire quelque chose de très très bien. Ouais, c'est extrêmement important et ça va nous permettre d'aller sur le point d'après, sur le troisième pilier. Maxime, on va teaser le troisième ouais, pilier. ça fait 1 heure. Et donc, je pense que ça va être la première fois qu'on va faire ça, mais c'est hyper important. Je voudrais pas qu'on bâcle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie 2 pour les 3 derniers points qui sont pilier 3, fidéliser, avec petite intro, c'est un voyageur satisfait, c'est peut-être 3 réservations à venir. Pilier numéro 4, c'est se différencier. Sur Airbnb, vous êtes 1 sur 1000, pourquoi pas vous? Et pilier numéro 5, c'est mesurer et automatiser. Le marketing, c'est aussi savoir ce qui marche et gagner du temps. Voilà, ça c'est les 3 du coup points qu'on va voir dans l'épisode numéro 2, partie numéro 2, qu'on sortira, je pense, à la suite de celui-ci, enfin la semaine suivante. Maxime, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas le planning en tête, mais on va voir. Sinon, il y aura peut-être un épisode entre les deux. Ça vous fera un petit teaser. Voilà. Pourquoi en fait, en 2 parties, comme ça nous permettra d'être vraiment complet et d'apporter vraiment toute notre vision sur le truc. Faudra bien que je pense à dire ce que j'avais en tête. C'est que votre avis client que vous laissez, la réponse, c'est aussi de la fidélisation du client qui vous l'a laissé, mais aussi de ceux qui viennent après. Voilà, ça faisait une transition super. Donc vous saurez de quoi on va parler pour le prochain épisode. Exactement. Donc, sur ce, on va vous laisser avec ces 2 points. Mettez en pratique ce qu'on a dit, c'est hyper important. On a donné pas mal de points qui sont essentiels. Donc, mettez en pratique les choses et on se revoit pour les 3 suivants. Ouais, et juste une dernière précision, ces points, ça s'adresse beaucoup aux propriétaires, aux exploitants, mais si vous exploitez une conciergerie, en fait, il va falloir l'appliquer pour chaque logement, mais aussi pour votre propre activité. Vous avez besoin d'avoir un positionnement qui est clair, vous avez besoin d'être visible pour votre activité, vous avez besoin de convertir vos prospects. Et ça, c'est pas que sur les annonces, c'est aussi pour votre propre activité quand vous allez en rendez-vous, quand vous avez tout ça. Donc, on pourra peut-être aussi faire le guide ultime pour les conciergeries. On ira plus vite, on fera peut-être quand un seul épisode. Mais globalement, les conseils qui sont donnés là, ils sont tout à fait applicables pour les conciergeries. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, pensez à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur la plateforme et à vous abonner. Samy, juste avant de conclure et de se dire au revoir, on a des stats, tu vois, ça fait partie du pilier 5, comme quoi vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, mais il y a encore une bonne partie qui n'est pas abonnée. Donc abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast, comme ça vous êtes notifiés. Et nous, en fait, derrière, c'est un peu comme si vous nous mettiez dans votre wishlist sur Airbnb. Ça a un impact aussi sur l'algorithme et donc on remonte dans les résultats de recherche. Donc on continue à croître et plus on peut croître, plus on peut avoir d'invités qui vont nous partager de la valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on a pu notamment avoir Vanessa Edorf, la directrice générale de Booking.com en France. Donc c'est grâce à ces petites actions que vous portez pour nous et ça c'est très cool et ça nous permet nous de progresser. Exactement. Merci à tous.